quand j'étais jeune, bien avant d'être député, parce que vous parlez d'un nombre d'heures, mais le jeu a été lancé en 2004. C'est vrai. J'étais dans une guilde, dans une équipe. Vous étiez dans une des meilleures guildes de France mondial, hein. et qui essayait de faire ce qu'on appelait des first kills mondiaux à l'époque. Vous connaissez vraiment. Et je rappelle que pour UBRS, il fallait faire la clé à LBRS avec les 3 diamants, jade, je sais plus quoi. Puis après la forger, c'était un truc de dingo. Vraiment, c'était super long. Salut à tous, bienvenue dans Player 2, l'émission qui vous fait découvrir des gamers inattendus. Et mon invité cette semaine, c'est un peu le gamer de l'Assemblée nationale. Il est député de la 5e circonscription de Maine-et-Loire pour Renaissance. Bonjour Denis Masseglia. Bonjour Sylvain. Merci d'être là Denis. Alors, c'est quoi votre jeu préféré ? Ah, vous savez, le problème des jeux préférés, c'est que c'est de temps à autre, mais j'en ai de nombreux. Mais peut-être là où j'ai passé le plus de temps, ça reste quand même malgré tout World of Warcraft. Et ben ça tombe bien parce que j'ai une question sur ce jeu. Parce que chez nos confrères de France Info, vous avez révélé que vous avez totalisé 300 jours de jeu sur World of Warcraft. Je sais pas si on se rend compte, ça fait 7200 heures de jeu quand même. Déjà, qu'est-ce qui vous a accroché dans ce jeu et est-ce que vous y jouez encore ? Plein de questions et je sais pas combien de temps j'ai pour répondre. Ouais, pas longtemps. Qu'est-ce qui m'a accroché dans ce jeu ? Plusieurs points, mais 2 principaux. Dans un premier temps, c'est l'aspect communautaire. C'est un jeu multijoueur, un MMORPG, pas un meuport comme certains disent, un MMORPG. Et donc le fait de pouvoir partager avec d'autres personnes ma passion. Et deuxième côté, c'est le parti compétitif. Quand j'étais jeune, bien avant d'être député, parce que vous parlez d'un nombre d'heures, mais le jeu a été lancé en 2004. C'est vrai. J'étais dans une guilde, dans une équipe. Vous étiez dans une des meilleures guildes de France mondial, hein. Et qui essayait de faire ce qu'on appelait des first kills mondiaux à l'époque. Et donc oui, c'était presque un deuxième métier en plus de mon premier métier, mais une passion. Et j'ai passé de très 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 bonnes soirées avec des amis virtuels que j'ai parfois rencontrés. Est-ce qu'aujourd'hui, ces amis virtuels, ils vous rencontrent encore dans le cadre politique ou pas ? Alors, politique non, mais il m'arrive parfois de rencontrer encore des personnes avec qui je joue. Et c'est assez sympa parce que quelque part, on est dans la vraie vie quand on les rencontre. Et vous y jouez encore à World of Warcraft ? Exactement, c'est dans un cadre familial. Certains regardent la télévision le soir, moi je joue dans un cadre familial. C'est un truc, effectivement, chacun ses passions. Alors, il y avait, j'imagine que cette passion du jeu vidéo, elle remonte quand même à bien plus longtemps que ça. Ça a été quoi votre premier jeu vidéo ? Alors, comme beaucoup, j'ai parfois joué chez des copains de mes parents, tout ça, mais la première console que j'ai eue, c'était la Game Boy, certains diront le Game Boy, je vais pas rentrer dans le débat, il y a une sorte de chocolatine et pas chocolat, c'est des sujets sur lesquels on n'arrive jamais à avoir des conclusions, mais la Game Boy était triste, j'ai passé beaucoup de temps à empiler des cubes. Et après vous êtes passé Après j'ai eu la Super NES qui avait été offerte par mon oncle avec bien sûr Street Fighter 5 qui était le jeu de Street Fighter 2, oui, Street Fighter 2, excusez-moi, je me trompe, et après bien entendu 2 jeux qui m'ont beaucoup marqué, d'une part Dragon Ball, la légende Saiyan, et d'autre part Zelda, The Legend of Zelda, exactement. En regardant un peu votre page Wikipédia, j'ai appris quelque chose d'assez inattendu. Vous avez fondé une société de réparation de consoles de jeux vidéo juste avant d'être député. Comment est-ce que ça vous est venu, cette passion pour la réparation de consoles ? Il y a des personnes, vous savez, qui aiment faire leurs 35 heures et rentrer le soir et se mettre devant la télévision. Ça me fait presque envie d'être comme ces personnes-là, mais moi, je n'arrive pas à être sur place et à ne pas bouger. Et donc, le soir, je me posais des questions, ce que je peux faire, tout ça. Et j'avais une vieille console chez moi, j'en ai toujours eu par le passé, ma Super NES, tout ça. Et puis, elle était en panne, j'ai commencé à réparer, je trouvais ça super intéressant. Et puis, je me suis dit, je vais récupérer de vieilles consoles. Et bon an, mal an, j'ai commencé à récupérer un peu à gauche, à droite. Et je me suis dit, à un moment donné, je vais pas non plus me faire attraper par les services de l'État. Donc, je vais créer une auto-entreprise. Et donc, pendant de nombreuses années, j'ai eu mon auto-entreprise de rétro gaming. C'est le terme. Donc, c'est assez sympa parce qu'en fait, on répare la console le soir, puis après on teste. Et on dit à sa femme, je ne joue pas, je teste mes réparations. Et donc ça, c'est assez cool. Et puis j'ai les fermé lorsque j'ai été élu député parce qu'il n'y avait plus le temps de pouvoir faire ce travail, parce que ça demande du temps malgré tout. Oui, puis c'était l'époque où les consoles étaient quand même vachement plus réparables par rapport aux consoles d'aujourd'hui. Les consoles aujourd'hui sont très très difficiles à réparer, il faut changer des cartes ou autre. Mais par exemple, pour une NES, il suffit juste de réparer une patte. En fait, il y a des puces dedans et il y a un système de zonage qui, avec le temps, vieillit mal et fait des bugs à la console. Il suffit juste donc de couper une patte de cette puce pour pouvoir la relancer. Après, c'est aussi beaucoup d'opérations de nettoyage, d'enlever de l'oxydation.
Vous êtes un homme politique quand même très actif. Comment est-ce qu'on arrive encore à jouer aux jeux vidéo quand on doit être en déplacement permanent, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au sein de votre département ? Alors, la réalité, on va pas non plus se raconter des blagues, c'est que je joue beaucoup moins que j'ai pu le faire par le passé. Parce que, vous l'avez dit, par exemple, je suis arrivé à l'Assemblée nationale hier matin, je repars demain soir, je vais pas pouvoir jouer aux jeux vidéo pendant toute cette période-là. Néanmoins, quand le soir j'ai un peu de temps, comme j'ai dit, plutôt que de passer en famille du temps devant la télévision, nous on essaye parfois de passer du temps devant un écran sur une pratique qui est collective. Oui, parce que cette passion, j'imagine que vous l'avez fait découvrir à vos proches, à vos enfants, etc. Alors, je sais pas si je l'ai fait découvrir à mes proches ou ce sont mes proches parce qu'ils ont cette passion-là, mais néanmoins, oui, dans le cadre familial, on essaye d'avoir une pratique du jeu vidéo raisonnée, encadrée, qui permette à chacun et à chacune de passer du temps ensemble et après adapter aussi aux personnes en fonction de leur âge. Je ne pratique pas le jeu vidéo uniquement avec ma femme, comme je peux pratiquer le jeu vidéo dans un cadre familial avec ma femme et mes enfants. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de parler de jeux vidéo à l'Assemblée nationale ? Est-ce que c'est plus simple dans un groupe comme Renaissance qui est plus jeune et qui est justement formé de pas mal de députés assez jeunes ? Quand vous arrivez avec un sujet à l'Assemblée nationale sur le jeu vidéo, est-ce qu'on vous rigole pas un petit peu au nez ? Est-ce qu'il y a une vision parfois négative du jeu vidéo à l'Assemblée nationale ? Je dirais que l'Assemblée nationale est la représentation de ce qu'on trouve dans notre société et que dans notre société, il y a des personnes aujourd'hui qui sont critiques envers le jeu vidéo. Critiques parfois de façon raisonnée et juste. On a un sujet sur la pratique excessive du jeu vidéo et critiques parfois de manière injuste sur une critique du jeu vidéo sur quelque chose qu'elle n'est pas. Voilà, le jeu vidéo est un objet culturel. Donc oui, au sein de l'Assemblée nationale, il y a aujourd'hui des députés qui ont parfois une vision biaisée, mauvaise, déconnectée. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de m'en émouvoir au sein de l'hémicycle, mais néanmoins je constate que le temps passant, ces critiques envers le jeu vidéo, qui ne sont pas des critiques constructives et réfléchies, mais qui sont des critiques de personnes qui ne connaissent pas le secteur, sont de moins en moins nombreuses. Alors justement, ces dernières années, le jeu vidéo, il a parfois été pris pour cible. Il est souvent accusé d'être vecteur de violence chez les jeunes. De votre côté, vous avez toujours justement défendu ce médium-là. Est-ce que vous vous sentez audible quand on entend effectivement Emmanuel Macron, qui vient de votre groupe, dire que le jeu vidéo peut rendre violent ? Ça, c'est, j'imagine, des choses qui ne sont pas entendables à votre niveau. Les propos d'Emmanuel Macron sont beaucoup plus nuancés que les éléments que vous donnez. Il s'interroge et il a lancé une mission visant à pouvoir déterminer les forces et les faiblesses du jeu vidéo et les actions. Dans l'échange qu'on a eu juste auparavant sur comment le jeu vidéo se passe dans mon cadre familial, le sujet c'est pas tant moi, mais c'est aujourd'hui, on a un vrai sujet d'accompagnement de la pratique du jeu vidéo dans un cadre familial. Le jeu vidéo n'est pas un problème, néanmoins, tous les jeux vidéo ne doivent pas être mis dans les mains de toutes les personnes en fonction de leur âge ou autre. Et là-dessus, on a un gros travail à faire dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années pour accompagner les parents à la compréhension de ce qu'est un jeu vidéo et de leur donner tous les outils nécessaires pour pouvoir accompagner leurs enfants à une pratique modérée, positive du jeu vidéo. Oui, parce qu'on rappelle, il y a la classification PEGI pour savoir effectivement à quel âge et quelles options il y a dans un jeu vidéo. Je voulais aussi parler quand même un peu du milieu du jeu vidéo de manière générale et du milieu du développement du jeu vidéo. On a appris la fermeture de Spiders très récemment. Ubisoft, on peut pas dire qu'effectivement ils vont très bien en ce moment. Dontnod non plus. Quantic Dream est a priori dans l'attente d'un repreneur. Avec justement la présidentielle qui s'annonce, est-ce que vous espérez qu'un candidat ou plusieurs prennent justement ce sujet-là, notamment sur le financement de ces studios-là ? Alors sur ce point-là, deux réponses. D'une part, vous avez raison, le jeu vidéo en France, le secteur du jeu vidéo en France est dans une situation qui est compliquée. Compliquée pour des studios de taille intermédiaire, mais également compliquée pour Ubisoft. Et quand Ubisoft est malade, quand Ubisoft tousse, c'est tout le secteur du jeu vidéo derrière qui se retrouvent en grande difficulté. On peut prendre des jeux vidéo qui ont extrêmement bien marché dernièrement. Je peux penser à Clair Obscur Expédition 33. Parmi les personnes qui ont
participer à la création de ce jeu dont tout le monde a parlé et que je crois que tout le monde a entendu, il y a des personnes qui viennent de chez Ubisoft. Et on a besoin aujourd'hui d'un Ubisoft fort pour permettre une répartition, une pyramide, si je puis me permettre, avec la grande entreprise en haut et les entreprises de taille intermédiaire au milieu et les petites entreprises en bas qui sont les plus nombreuses. Sans Ubisoft, toute la pyramide, tout le château de cartes du jeu vidéo s'écroule. Et donc on a besoin d'accompagner l'ensemble du secteur du jeu vidéo. Sur la question du programme, moi je laisse l'ensemble des candidats apporter des réponses. Je ne suis pas porte-parole de Jordan Bardella, ni de Marine Le Pen, ni de Jean-Luc Mélenchon. Ils feront bien ce qu'ils veulent eux sur le secteur du jeu vidéo. Néanmoins, je constate que parfois à l'Assemblée nationale, ces différents groupes ne sont pas les plus allants pour accompagner les propositions de loi et les amendements que je pousse. Néanmoins, au sein de Renaissance, le parti de Gabriel Attal, clairement, nous allons avoir des propositions sur deux axes principaux qui sont différents, le jeu vidéo et l'e-sport. Et alors, parlons de l'e-sport. Vous m'offrez une magnifique perche, parce que c'est quand même un domaine où vous avez porté beaucoup de sujets. Il y a eu notamment cette proposition de loi sur un e-sport responsable et attractif. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point justement l'e-sport est finalement assez peu régulé. Oui, alors je vais essayer de vous faire rapidement un état des lieux. Donc il y a eu un texte de loi pour une république numérique en 2016 qui a été adopté à l'Assemblée nationale avec deux articles qui visaient à construire des CDI spécifiques pour le secteur de l'e-sport et deux, à autoriser les compétitions physiques de jeux vidéo en France. C'est une bonne avancée, au moins sur la deuxième partie. Le CDD spécifique, lui, n'a pas du tout fonctionné. Et depuis, il y a eu que peu d'avancées, si ce n'est celle que je portais dans un cadre budgétaire pour mettre la TVA sur la billetterie e-sportive à 5,5%, comme l'est pour le sport et les concerts, et c'est l'avancée. J'ai fait une PPL qui est composée de 7 articles qui visent à revoir le CDD spécifique qui fonctionne pas pour trouver une alternative, mais également à mettre en place un certain nombre de dispositifs permettant le développement et la protection de l'e-sport. Développement de l'e-sport et protection des joueurs et des professionnels de l'e-sport. Quelques séances qu'on va pas non plus peut-être rentrer dans la profondeur de cette PPL, mais je propose par exemple la possibilité de construire des e-sport études pour éviter que les jeunes mineurs se déscolarisent pour pouvoir intégrer une équipe professionnelle. Et c'est le cas quand on regarde par exemple le Caliste, pour ceux qui suivent l'e-sport. Lorsqu'il s'est lancé dans l'e-sport, il avait 16 ans et il a été dans l'obligation de mettre ses études en pause pour pouvoir justement être compétitif et être professionnel. Et je crois qu'on ne doit pas opposer l'un et l'autre, on doit trouver des outils pour permettre aux jeunes qui le peuvent et qui le souhaitent de devenir professionnels tout en continuant leurs études. Et puis un autre point également sur cette proposition de loi qui va d'ailleurs être très rapidement, à mon avis, mis en avant, c'est le passeport talent. C'est la possibilité qu'ont des joueurs et des coachs des structures étrangères de venir en France pratiquer des compétitions. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, dans le cadre de l'e-sport World Cup, le WC, il y a aujourd'hui de la part des syndicats d'e-sport en France un point d'attention sur ce sujet-là que je proposais dans la PPL et qui, je rappelle, a été validé par Renaissance pour être mis à l'ordre du jour par Ensemble pour la République, le groupe de Gabriel Attal. Et si ça n'a pas été mis à l'ordre du jour, c'est qu'on n'a pas eu les soutiens et de la droite et de la gauche de l'hémicycle. Donc tout est prêt. Il ne reste plus qu'à trouver des alliés pour pouvoir mettre ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc vous espérez, vous, en tant que joueur invétéré, que Gabriel Attal, en 2027, s'il est élu président, qu'il mette le jeu vidéo, alors pas forcément comme grande cause, ou en tout cas comme sujet important du quinquennat, mais qu'il le mette suffisamment en avant parce que le milieu en a besoin, et même sur l'e-sport d'une manière générale. Tous les sujets sur lesquels j'ai pu faire avancer en tant que membre du groupe de Gabriel Attal l'ont été faits avec le soutien du groupe. Et sans le soutien du groupe, la TVA à 5,5 sur la billetterie sportive n'aurait pas abouti. Aujourd'hui, la proposition de loi dont j'ai parlé rapidement, elle est soutenue par le groupe. Maintenant, vous savez, à l'Assemblée nationale, on est 567, il faut une majorité, notre groupe n'est pas majoritaire, et s'il n'y a pas des groupes alliés qui viennent nous soutenir, alors on ne pourra pas avancer. Mais c'est vrai, par rapport à votre question, qu'en 2027, il y aura sur
sur le programme de Gabriel Attal des éléments visant à structurer l'e-sport en France, accompagner son développement d'une part, et deuxièmement, accompagner l'ensemble des industries culturelles, parce qu'on parle, c'est vrai, du jeu vidéo, mais il y en a d'autres. Je pense à l'animation qui passe un moment compliqué, et j'ai pu, et avec le soutien de mon groupe, faire des avancées majeures, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, on va continuer à avancer pour développer ce que, pendant très longtemps, on a considéré comme des cultures de seconde zone, qui aujourd'hui, à mon avis, doivent être arrêtées d'être sous-évaluées. Ça reste des industries culturelles, ni plus ni moins que les autres industries culturelles. Avant de passer au quiz, j'avais quand même une ultime question. Lorsque vous vous étiez mis à World of Warcraft en 2004-2005 et que quelques années plus tard, vous devenez député, c'est quoi, quel est le cheminement pour en arriver là parce que voilà, moi j'ai des amis joueurs autour de moi, enfin moi-même je suis joueur. La politique, c'est pas forcément quelque chose qui me parlerait en tant que gros joueur de World of Warcraft, vous voyez. C'est pas un réflexe que l'on peut avoir. Vous, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qui a causé ça? Sur la question, oui, la politique n'est pas un réflexe, et je vous mentirais en disant que j'étais très intéressé par la politique en 2004, et j'étais plutôt d'ailleurs de ceux qui, pendant très longtemps, ont été plutôt très critiques envers le monde politique, les considérant comme parfois éloignés des sujets de mon quotidien. J'ai d'ailleurs, à plusieurs reprises, voté blanc, n'ayant pas de proposition politique qui répondait à mes attentes. Pourquoi je me suis engagé en politique? Tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait un ministre de l'économie qui a abordé un sujet de façon assez claire en disant « Notre société est confrontée à la transition, à la transformation, à la révolution numérique, et il est nécessaire d'accompagner le pays dans cette transformation. » Et c'était le premier à l'époque qui avait ces propos-là, et d'ailleurs il était allé au CES de Las Vegas. Maintenant c'est presque un pèlerinage pour l'ensemble des politiques, mais à l'époque il était le premier et il était seul. Et donc quand il a eu ces propos, lorsqu'il a lancé son mouvement, je me suis dit enfin quelqu'un qui me parle, qui est sur les sujets qui me semblent être importants pour notre société, et c'est pour ça que je me suis engagé. Je fais partie des profils de la société civile initiaux qui sont encore là et qui justement abordent des sujets de façon différente des politiques de métier. Je vous cache pas que parler du jeu vidéo quand on fait de la politique n'est pas forcément un élément valorisant lorsqu'on va auprès de nos électeurs en circonscription. Mais quelque part, c'est aussi ça ce qu'a pu apporter Emmanuel Macron, c'est faire émerger des profils comme moi qui apportent un discours, une approche qui est différenciante. Alors, pour conclure justement cet épisode, on va le conclure avec un quiz. Vous nous avez parlé un peu de vos jeux vidéo favoris. J'ai donc préparé un petit quiz très rapide pour savoir si vous les connaissez vraiment. Oula. Attention, il va falloir répondre très rapidement et on va voir si vraiment vous méritez votre titre. Qu'est-ce que je disais en début de podcast? Le gamer de l'Assemblée nationale. Attention, la charge est lourde. Alors, comment s'appelle le pouvoir ultime de Zelda dans The Legend of Zelda? J'imagine que vous parlez de la Triforce. Bravo, félicitations, la Triforce, effectivement. Dans World of Warcraft, quel est le premier raid à avoir été mis en ligne dans le jeu? Alors, ça dépend ce que vous appelez premier raid. C'est vrai. Si vous parlez le premier raid à 40, c'était MC. Tout à fait. Si vous parlez du premier raid à 20, c'était ZG. Exactement. Mais à l'époque, UBRS était en 10 avant de passer, je crois, de mémoire en 8, puis en 5. C'est vrai. Donc, désolé, je vous ai pas répondu, mais votre question était suffisamment large pour m'attraper. C'est vrai, effectivement. Non, mais oui, là, vous connaissez vraiment. Et je rappelle que pour UBRS, il fallait faire la clé à LBRS avec les 3 diamants, jade, je sais plus quoi. Puis après, la forger, c'était un truc de dingo. Vraiment, c'était super long. C'est vrai, effectivement. Alors, dans Clair Obscur, vous nous disiez que vous aviez beaucoup aimé le jeu. Comment s'appelle le boss le plus difficile du jeu qui emprunte notamment des éléments au Dark Souls? Oula. Alors là, est-ce que vous avez fini le jeu à 100%? Alors oui, j'ai fini le jeu parce qu'il y avait d'ailleurs 2 possibilités de fin et moi j'ai fait uniquement l'une des 2 fins et il faudrait que je fasse la deuxième. Le boss le plus difficile, moi où j'ai plus galéré, c'est la fin de la partie 1, mais j'ai peur de me tromper. Il me semble que c'était Renoir, mais j'ai peur de dire une bêtise. Eh ben non, c'est Simon qui est en fait accessible une fois que vous avez terminé le jeu à quasiment 100% et vous pouvez en fait accéder à un portail exprès pour le tuer. C'est un boss bonus, mais justement en rapport à Dark Souls parce qu'il voulait rendre hommage. J'ai pas fait le bonus, moi j'ai fait juste l'histoire. Ah oui, et déjà au vu du temps que ça m'a pris, mais merci. Et d'ailleurs je vais aller tester parce que ça m'intéresse d'aller tester la partie la plus dure. Il faut être niveau 100 déjà sur tous ces personnages, donc bon courage. Ah oui, mais non, mais j'y suis à 18 000 dieux. Hein. Alors toujours dans Clair Obscur, comment s'appelle le sort réalisé par la peintresse et faisant disparaître les humains?
Le gommage, je crois. Oui, exactement. Le gommage, c'est ça. Ah ouf, mais oui. J'ai pas dit de bêtises. Mais non, c'est voilà, le gommage. Et puis dernière question. Mais d'ailleurs sur le gommage, la première partie là, au début, quand on découvre effectivement ce que c'est réellement, c'est assez. Ah mais moi j'ai lâché ma larme, peut-être vous aussi, mais alors je pense que beaucoup de gens ont lâché leur larme. Oh, ce moment est extraordinaire. Mais le jeu a été de multiples reprises récompensé, notamment au Pégase, qui sont un peu les Game Awards français. Et dernière question, quel événement e-sport la France va organiser cet été à Paris ? Ben, je l'ai dit tout à l'heure. Et oui, donc c'est assez facile. L'eSport World Cup. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que dans les annonces avant-hier du président de la République, peut-être que vous avez dû suivre sur toutes les 93 milliards d'euros d'investissement étranger en France, il y a une ligne sur l'eSport World Cup avec plusieurs centaines de millions d'euros, justement pour déterminer tout ce qui va être fait avec une cérémonie d'ouverture, j'ai vu, une cérémonie de fermeture, j'ai vu, donc j'ai hâte. Et puis j'ai aussi hâte de voir un autre événement qui s'appelle l'eSport Nation Cup, qui sera une première qui se passera en Arabie Saoudite. Donc c'est une compétition sur les jeux vidéo principaux par nation. Et je regrette parce que j'avais envoyé un courrier à Anne Hidalgo en 2020 T1 en lui disant ça serait pas mal que la France puisse organiser ce type d'événement. Il me semble qu'il y a un public aujourd'hui pour voir Faker contre les équipes françaises. Je vous encourage dans le cadre des Jeux Olympiques de mettre en place ce type d'approche. Et puis elle a rien fait, elle m'a pas répondu. Je le regrette parce que finalement la France aurait pu être leader sur ce type d'événement. Bon, la France a quand même pas mal d'événements e-sport ces dernières années, sur l'impulsion notamment effectivement d'Emmanuel Macron. La TVA à 5,5 sur la billetterie sportive que j'ai poussée est un élément existant mais relativement... Enfin, je ne sais pas qu'il est faible, mais la première des raisons pourquoi aujourd'hui il y a ce type d'événement en France, c'est qu'on a un public extraordinaire avec des équipes incroyables. Enfin, vous faites un événement de League of Legends, de Counter-Strike en France, où vous êtes sûr, de Rocket League comme dernièrement, vous êtes sûr d'avoir une salle pleine de spectateurs qui mettent en avant leurs émotions. Et je crois qu'il y a pas ou aucun pays ou peu de pays qui sont capables d'avoir un public aussi extraordinaire que nous. Merci beaucoup Denis Massiglia d'être venu dans le Player 2. Merci à vous, merci. Le podcast, je le rappelle, est à retrouver sur toutes les plateformes mais aussi sur bfmtv.com et sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous dire quel est votre jeu préféré et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.